Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. La société civile béninoise au carrefour des mutations. C'est le sujet au cœur de cette émission spéciale. Nous allons nous attarder sur plusieurs aspects allant des formes de représentation aux stratégies de mobilisation des acteurs, sans oublier les dynamiques de financement face aux défis actuels. Je reçois pour cet exercice Dr Kofi Fiacre Nouadjou. Il est expert en développement organisationnel et institutionnel. Il est chargé de programme de la Maison de la Société Civile. Dr Kofi Fiacre Nouadjou, bonjour. Bonjour, monsieur Azoma. Avant d'aller sur le cœur de nos discussions, je voudrais savoir ce que la société civile représente pour vous. C'est une composante de notre environnement. Vous savez, dans toute société organisée, vous avez ceux à qui le peuple a confié la gestion. Donc, le gouvernement, ceux qui ont le pouvoir d'État. Et dans ce groupe, vous avez le gouvernement lui-même, et la partie qui porte l'action publique, et vous avez également l'opposition. Donc, les partis politiques qui animent du pays, de la société, aux côtés du pouvoir public. Mais vous avez aussi le secteur privé qui anime l'économie du pays. Et à côté, vous avez également la société civile qui joue un rôle important sur le plan social et les autres plans également, mais la société civile, contrairement à l'opposition qui joue un rôle de contre-pouvoir, la société civile joue le rôle de contrepoids. C'est-à-dire que la société civile, c'est cet acteur neutre-là qui représente les communautés, qui représente l'intérêt des communautés, la voix des communautés et qui peut être aux côtés du gouvernement lorsque ce qui est fait est bien dans l'intérêt des communautés pour amplifier, donner de la voix. Et on voit les associations jouer largement ce rôle, ou carrément se mettre aux côtés des autres acteurs pour défendre l'intérêt des communautés lorsque l'action publique tend à nuire à l'intérêt des communautés, à nuire à l'intérêt général. Merci à vous donc pour cette entrée en matière. La société civile rime avec l'espace civique qui est aujourd'hui en pleine mutation. Mais avant d'évoquer ces changements, il est important de faire quand même un bref rappel du rôle joué par la société civile dans la construction de notre nation, en partant, si vous le voulez bien, de l'avènement de la conférence des forces vives de la nation de février 90, ou peut-être même bien avant. Merci bien. Il faut dire qu'au Bénin, la société civile a eu une progression, je dirais, en dents de scie. Déjà après les indépendances, il y a une forme d'organisation sociale qui a commencé jusqu'à la période révolutionnaire autour des années 70, où il y a eu une hibernation de la société civile. Il y a eu beaucoup plus des mouvements estudiantins, il y a eu le Parti communiste du Bénin et autres acteurs qui ont animé, je dirais, plus ou moins la vie de la société civile. Il y a eu un regain de la société civile à partir du renouveau démocratique, donc à partir de 1989 et autres, il y a eu un regain de la société civile où beaucoup d'associations sont nées, mais sont nées pour diverses raisons. Non seulement pour soutenir les communautés, d'accord, dans leur développement, faire face aux questions de précarité que vivaient les communautés, apporter des solutions économiques de proximité aux populations. Beaucoup d'associations aussi sont nées pour régler la question du chômage à l'époque. À l'époque, vers la fin des années 80, l'État ne recrutant plus, parce qu'à une époque donnée au Bénin quand même, vous sortez directement de l'école, de l'université, vous êtes embauché. Donc, à partir d'une certaine année, il y a eu le gel du recrutement dans le cadre des PAS, programmes d'ajustement structurel, qui ont été mis en place avec l'appui des institutions de Bretton Woods. Et donc, il fallait que beaucoup se feraient un chemin pour l'emploi. Et donc, beaucoup d'associations, d'ONG sont également nées. Aujourd'hui, de grandes ONG qu'on connaît ou de grands responsables d'ONG qu'on connaît sont vraiment partis sur cette base-là. En sortant de l'université, ne pouvant pas être recrutés, ont créé des associations, ont fait leur bonhomme de chemin et aujourd'hui ont participé vraiment à la vie du pays. Depuis le renouveau démocratique, je dirais de 90 et précisément vers la fin des années 80, la société civile a joué un rôle moteur dans la construction de notre nation où elle a été vraiment à l'avant-garde des luttes pour la démocratie, d'accord, et le respect des droits humains, la bonne gouvernance.
On a vu les associations se battre pour des lendemains meilleurs pour le citoyen béninois. Beaucoup se sont sacrifiés, nos parents, en association, individuellement, il y a eu beaucoup de sacrifices, de contributions. Et donc, les organisations ont énormément contribué, ont initié des projets de développement qui ont changé la vie de millions de nos concitoyens. Il suffit de parcourir les localités, même là où l'État n'est pas présent, pour comprendre telle école construite par telle association, tel point d'eau potable, telle salle de classe, un magasin, un foyer pour les femmes pour faire du gari, des hangars. Tellement de choses ont été faites lorsque vous allez dans les communautés que vous allez comprendre le poids des associations dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, la promotion de l'éducation, l'accès à l'eau potable dans toutes les contrées et surtout, comme je le disais, là où le service public est absent ou là où l'État n'est pas encore vraiment présent, vous verrez que les associations sont là pour donner de l'espoir, maintiennent la flamme dans le cœur des communautés. Aussi en matière d'emploi et de lutte contre le chômage, comme je l'ai dit, déjà beaucoup ont créé leur association pour être insérés, mais au-delà, ces associations recrutent, emploient des dizaines, des milliers de personnes. Je dis, si on fait même les statistiques, c'est une fois plus ce que l'État emploie, même si les associations n'ont pas forcément le soutien attendu en termes d'appui au fonctionnement et autres. Aujourd'hui, je peux dire que ce sont des succès qui font la fierté et la valeur ajoutée de la société civile dans toutes les localités, dans toutes les contrées du pays. Cependant, aujourd'hui, le monde change. Le Bénin aussi change. Il y a une dynamique, c'est partout, ça s'observe. Et on se trouve à un carrefour, comme vous l'évoquiez au départ, de mutation, de transformation profonde. À la lumière de vos explications, on déduit donc que la société civile s'est très tôt imposée dès son avènement dans le processus de développement du Bénin. Pendant que la grande famille des OSC engrangeait ses succès et impactait la vie des Béninois dans plusieurs secteurs, comme vous l'avez rappelé tantôt, quel était en ce moment-là le visage de l'espace civique? C'est vrai que pour mieux dresser le portrait de ce visage-là, il faut déjà avoir une idée, une caricature de ce qu'on appelle l'espace civique. On n'ira pas forcément dans ces détails-là, mais quand on s'appuie sur les classifications réalisées par Civicus et puis plan international, on peut retenir qu'en parlant d'espace civique, on a un espace civique ouvert ou fermé, c'est les bornes, et à l'intérieur, on peut avoir des espaces civiques rétrécis, obstrués, réprimés et fermés. Voilà le tableau de différentes formes des visages d'espace civique que nous avons, que décrit Civicus et puis plan international. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même une manifestation d'espace civique ouvert au Bénin qui a permis, je dirais, cette croissance et ce développement d'associations dans toutes les contrées. Parce qu'il faut dire que le rôle des organisations de la société civile, c'est sur un double tableau. C'est sur le plan de la veille citoyenne, mais c'est sur le plan du développement. Toutes les associations ne sont pas appelées à faire de la veille citoyenne. Toutes les associations n'ont même pas les outils pour faire de la veille citoyenne. La plupart sont dans les secteurs de développement pour aider les communautés à sortir de l'extrême pauvreté, pour aider les communautés à répondre à leurs besoins basiques, leurs besoins quotidiens. Et celles qui sont dans la gouvernance, dans la veille citoyenne, sont là pour relayer la voix des sans-voix, la voix des populations, mais aussi la voix de ces associations qui travaillent au plus près des communautés pour remonter les difficultés et aider les gouvernants à avoir un miroir pour améliorer un tant soit peu les difficultés vécues par les populations. Si on doit faire un récapitulatif de ces différentes catégories d'espace civique qu'on a obtenues dans le temps, qu'est-ce qu'il convient de dire? Il convient de dire que aujourd'hui, regardons autour de nous, le monde change, la politique internationale change, les économies sont dynamiques, les gouvernants, les décideurs, partout, ont besoin de marge de manœuvre pour avancer, les populations aussi attendent davantage de ces gouvernants, autant veulent maintenir leurs droits, leurs capacités, leur volonté, leurs moyens d'expression. Autant ils ont aussi envie que les dirigeants améliorent les process. Les dirigeants également ont besoin d'espace
pour avancer. Et donc, on dira que dans presque tous les pays, vous allez observer, même quand on dit les grandes démocraties, c'est toujours un alliage, je dirais, un espace mixte qui se développe. Ça, c'est une catégorie à laquelle la littérature n'a pas présenté de facettes. Avant que je n'entende des jeunes dire oui, il faut penser à ce qu'on appelle un espace mixte parce que ce n'est ni obstrué, ce n'est ni rétréci, ni repressé, mais ça va et vient, presque ouvert et fermé, et donc c'est un espace civique qui est dynamique alors. Voilà qui est bien dit. L'espace civique n'est donc pas resté statique dans le temps. Quelles sont, à la lumière de l'actualité et de vos observations, les mutations majeures que vous avez pu noter? Les économies bougent, nos pays bougent, même au sein de la société civile aussi ça bouge. Vous aurez remarqué qu'il y a quelques années, en 2007, il y a eu un atelier sur le concept de société civile au Bénin qui a défini 7 composantes de la société civile, où il y avait la chefferie traditionnelle, il y avait les syndicats, les médias, et donc tous ces acteurs pouvaient parler au nom de la société civile. Et en 2017, en 2018, au cours des états généraux de la société civile, il y a une reprécision au regard du vécu au sein même de la société civile pour mieux préciser les choses, où on est revenu à 4 composantes. Au niveau des acteurs de la chefferie traditionnelle, ne pourra s'exprimer en tant que société civile, des têtes couronnées et autres, que si ils prennent l'allure ou l'autorité d'une association, mais pas en tant qu'individu. Pareil au niveau des médias. Donc vous voyez, c'est dynamique. L'espace civique, le fonctionnement même au sein de la société civile, et l'espace offert également par l'État est également dynamique. Il y a eu de nouvelles lois, la loi sur le numérique. On n'était pas habitué à un certain nombre de dynamiques et de changements. Donc, sur le plan législatif aussi, ça a beaucoup évolué. Et ça fait que les acteurs qui sont appelés à porter la voix de la société, de la société et des communautés, sont appelés également à s'approprier ce nouveau cadre-là, à mettre désormais des gants aussi pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Justement, avec l'avènement des nouvelles technologies de communication, quelles sont les nouvelles donnes aujourd'hui au sein de la communauté civile et de l'espace civique? Sur le plan socio-économique, par exemple, il y a les crises économiques, la persistance de la pauvreté, il y a les défis climatiques, les risques de radicalisation et d'exposition à l'extrémisme violent des jeunes, il y a l'influence des réseaux sociaux, d'accord? Il y a la perte des valeurs qui impose de trouver des solutions nouvelles et durables. Le Bénin seul n'est pas, depuis un moment on parle de globalisation, non, le Bénin n'est pas le seul pays concerné, on est dans un environnement où on est fortement influencé. Ça c'est sur le plan socio-économique, mais sur le plan technologique aussi, et l'avènement du numérique bouleverse profondément nos méthodes de travail et de communication. Ici au Bénin, le gouvernement prend de l'avance en développant des solutions numériques dans l'accès aux services publics. Un ministère a été même dédié depuis quelques années sur les questions du numérique. Et donc, il est important que les OSC innovent également pour entrer dans cette dynamique-là, pour ne pas être du reste. Mais elles sont limitées par les moyens, parce qu'elles sont aussi soucieuses de la transformation de la grande masse à la base pour laquelle elles travaillent. Et cette grande masse n'a pas accès aux technologies. Donc, aujourd'hui, vous verrez autour de nous, pendant qu'on parlait du numérique de façon globale, il y a l'intelligence artificielle qui vient nous rattraper pour renforcer encore le fossé et nous projeter, je dirais, un step plus loin. Comment faire pour rattraper ce retard? C'est de ça qu'il s'agit aussi, pour défier nos méthodes traditionnelles d'intervention tout en nous ouvrant à une large gamme de possibilités. Des mutations sur le plan financier, je pense qu'il y en a également. Des plaintes et même des complaintes émergent de plus en plus au sein de la société civile au sujet du nerf de la guerre. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé à ce niveau, surtout avec les partenaires? Il faut dire que aujourd'hui, il y a eu de profondes mutations sur le plan de financement des associations. D'abord, nous faisons face à un caressement des financements traditionnels. Les partenaires du Nord, à un moment donné, à partir de la crise de Covid, il faut d'abord dire qu'au Bénin, on n'a pas beaucoup de partenaires qui accompagnent la société civile quand on compare à d'autres pays, comme le Sénégal et autres. On n'a pas beaucoup de partenaires déjà ici, c'est-à-dire qu'il faut travailler à les maintenir.
Peut-être que les efforts du gouvernement aideront ces partenaires à venir s'installer à Cotonou et autres. Mais c'est pour dire aussi que les partenaires du Nord ont commencé par évoquer, avec la crise sanitaire de Covid-19, la baisse des appuis apportés aux associations. Après, c'est la guerre en Ukraine qui est arrivée pour justifier encore cette baisse drastique. Et plus récemment, vous avez la fermeture de l'USAID qui finançait beaucoup d'ONG internationales et beaucoup d'ONG locales aussi. Ces crises-là, quand même, ont profondément affecté le fonctionnement des associations et de la société civile dans un contexte où on ne bénéficie pas forcément de l'appui de l'État. Et donc, ces crises ont été des crises qui ont affecté la fabrique de l'action de la société civile. Ainsi se présente donc aujourd'hui l'environnement de financement de la société civile. L'environnement a changé avec donc des défis. L'urgence pour la société civile de se réinventer s'impose au nom, bien évidemment, de l'efficacité, de la pertinence, mais surtout de la légitimité. Il faut sortir des sentiers battus et viser de nouvelles formes de représentation. Sur l'aspect représentation et légitimité, je voudrais vous faire cette question. Qui est-ce que la société civile représente aujourd'hui? Il faut répondre à votre question par, je dirais, par une interrogation, puisqu'on a fait le point sur l'espace civique, on a fait le point, je dirais, sur les défis socio-économiques, technologiques, financiers. Pour vraiment voir qui la société civile représente, il faut d'abord se demander comment cette société civile, d'accord, face à ces défis-là, comment est-ce qu'elle peut se réinventer pour rester pertinente, pour rester légitime et efficace dans ce nouvel environnement-là. C'est dans ce nouvel environnement qu'il faut voir vraiment les formes de représentation de la société civile. On l'évoquait, le Bénin de 2025 n'est plus celui de 90. Les contextes ont changé et notre démocratie, en dépit des acquis historiques, connaît une phase de transformation. D'accord? Elle est en mutation. Et l'espace civique, autrefois caractérisé par une grande ouverture, connaît aussi des évolutions. Alors, au niveau de l'État, il y a eu des réformes. Et ces réformes ont aussi eu leur impact sur notre espace d'action. Donc, ça détermine aussi comment nous représentons les citoyens. L'État béninois a engagé ces dernières années de profondes réformes structurelles. La professionnalisation de l'administration, la modernisation des services publics, et les exigences accrues de gouvernance sont des aspects positifs. Cependant, certaines dispositions légales et réglementaires, bien que visant à renforcer l'ordre public et la sécurité, ont un impact direct sur la capacité de la société civile à s'organiser, à s'exprimer, à se mobiliser. Vous avez des cas palpables sur lesquels vous avez envie de vous étaler un peu? Beaucoup d'organisations sont devenues peut-être un peu plus frileuses. Elles ne s'autosaisissent plus comme par le passé. Vous verrez les organisations vous demander par exemple pourquoi tel bonhomme de la société civile ne prend plus la parole. En même temps, vous interpellez ces mêmes personnes-là, elles vont vous dire, ceux qui m'interpellent n'ont-ils pas la bouche aussi pour parler? Donc voyez-vous, tout le monde est devenu frileux. Et c'est le constat. On assiste à une contradiction au sein même des acteurs censés porter la voix, ce qui oblige à repenser les stratégies de plaidoyer d'intervention. Mais vous parlez de représentation. Vous parliez de représentation. C'est en pensant aux formes de représentation que la société civile elle-même a le mécanisme de sa modernisation à travers les états généraux de 2018. Et en termes de transformation au sein de la société civile elle-même, il faut dire que l'écosystème n'est pas resté statique. Elle a évolué. On a depuis 2018 l'organisation en pôle thématique de la société civile pour mieux répondre aux besoins de dialogue avec et sur les politiques publiques. Il y a l'innovation à travers la création du pôle thématique 8 par exemple, que la société civile la maison notamment de la société civile a mis en place, en mettant en place un pôle thématique qu'on appelle art, culture et religion, pour permettre davantage aux acteurs culturels, aux acteurs religieux de s'impliquer dans les questions de développement, de mieux s'approprier les questions touchant la santé, l'assainissement, l'eau, pour permettre aux communautés de s'investir dans les changements souhaités par les politiques publiques. Et donc, c'est une démarche pour soutenir l'ancrage des actions de développement dans tous les secteurs. Et ça, c'est le rôle que joue la Maison de la Société Civile en renforçant ces associations
Le constat de l'absence à ce jour d'un instrument interne à la société civile est flagrant. Oui, certes, la maison joue son rôle d'organisation, de structuration, d'accompagnement, mais à l'intérieur, il manque encore un instrument de régulation interne à la société civile pour, je ne dirais pas sanctionner les dérives, ou tout au moins rappeler à l'ordre. Il y a une charte des organisations de la société civile, mais il faut faire appliquer cette charte-là et faire en sorte que les dispositions de cette charte-là soient appliquées et respectées. Mais on note également des gains de leadership, non-renouvellement de mandat à la tête du système d'association, de certains réseaux. Il y a une sous-représentation parfois de la masse qui déchire l'élite. Vous avez plusieurs secteurs thématiques sur lesquels les associations ne sont pas forcément encore structurées en réseau pour porter le plaidoyer, le dialogue, mais pendant que certains responsables ne font pas forcément de l'espace pour permettre de comprendre ce qui se passe et de positionner de nouveaux acteurs ou d'inciter des jeunes à aller sur ce terrain-là. Vous avez tout à l'heure mis en exergue l'innovation relative aux pôles thématiques mis en place par la maison de la société civile. Quel est justement l'écho que cela a reçu au sein des OSC? C'est un mécanisme, je dirais, qui vient apporter du sang neuf à la manière de fonctionner des associations. Les pôles thématiques ont permis aux acteurs de comprendre quelles étaient des associations qui touchent à tout et qu'il était temps de se spécialiser, d'avoir un mécanisme dans lequel ils apprennent, ils partagent des expériences et grandissent. C'est l'avantage des pôles thématiques qui ont été bien accueillis. La maison de la société civile a souhaité un accompagnement de fond. Malheureusement, sur les priorités de la société civile, elle-même, on ne voit pas forcément les partenaires se positionner. La maison a défini un plan stratégique sur la période 2021-2025, centré essentiellement sur les pôles thématiques pour renforcer l'action des associations à la base. Mais les crises évoquées, la crise Covid et les crises de financement interne à la société civile et autres n'ont pas permis de financer vraiment cette stratégie et de permettre aux pôles thématiques de jouer leur rôle aux côtés des populations. Il est donc impérieux de passer des organisations formelles aux dynamiques citoyennes parce que vous estimez que le modèle classique de la grande ONG, quoique structuré et hiérarchisé, est aujourd'hui sous l'emprise d'un certain challenge. Comment cela se manifeste de nos jours? Il y a l'influence des influenceurs, il y a les activistes en ligne, des mouvements citoyens spontanés. Et cela se justifie, puisque les associations traditionnelles ou classiques ne se positionnent plus comme attendu sur des sujets d'intérêt. Cette place ou cette position est de plus en plus occupée par des influenceurs, par des activistes. La nature a horreur de vide, on peut dire. Oui et non. Est-ce que c'est un vide? On ne saurait dire que c'est un vide. Mais il faut revoir peut-être les stratégies de plaidoyer. S'adapter à son environnement, à son contexte, pour continuer à jouer le rôle attendu par les populations, par les communautés. De plus, on observe une certaine fatigue militante, une perte de confiance dans les institutions de la société civile. La fatigue militante se résume à quoi? Fatigue militante parce que prenez les associations, comment elles fonctionnent aujourd'hui, des personnes qui sont membres d'une association, mais qui ne cotisent plus sur des questions de veille, qui ne sont plus forcément présentes pour soutenir les causes, pour défendre les causes. Chacun est réservé, se révèle, se cache sur une forme de protection, personnelle. Et donc, on ne milite plus, on n'est plus engagé sur des causes qui autrefois mobilisaient la masse et autres. Donc, on observe un délaissement, en quelque sorte, de l'intérêt public. Alors, si la représentation ne peut plus être la chasse gardée des élites, comment s'y prendre pour intégrer désormais les dynamiques citoyennes qui émergent ici et là et dont la capacité de mobilisation se passe de commentaires? Il faut dire que il y a d'énormes défis. Il y a ces défis. Il faut connecter le contexte dans lequel se déploient ou se développent ces défis. Et ce sont des contextes qui nous amènent à à une question fondamentale. On revient en arrière. Qui représentons-nous?
vraiment. Et qu'est-ce que nous sommes devenus en lien avec ces acteurs-là? Sommes-nous toujours connectés ou déconnectés avec ces acteurs-là? Si on parvient à répondre aisément à ces questions-là, on peut comprendre. C'est pourquoi la question des mutations intéresse. Les formes de mutation, comment se fait les mutations et autres intéressent. On n'ira pas dans le fond ici, mais nous allons livrer sur la base de nos travaux, d'accord, en lien avec les travaux d'Émile Durkheim, 1897. On va schématiser 4 formes de mutation. Une mutation égoïste de l'espace civique, qui est produite à partir d'un affaiblissement du sentiment d'appartenance. Une mutation altruiste de l'espace civique. Elle est à l'inverse de la mutation égoïste, mais elle est déterminée par un faux sentiment d'appartenance. Il y a une mutation anomique de l'espace civique qui intervient du fait d'un défaut de régulation. Et ensuite, on a une mutation fataliste qui provient d'une réglementation trop forte. Donc, vous comprenez que nous sommes forcément dans l'un de ces champs-là, en train d'évoluer, on va, on vient. C'est pourquoi la question ou la problématique concernant le dynamisme, je dirais, de l'espace civique est à apprécier. Ce dynamisme prend en compte plusieurs paramètres politiques, sociaux, économiques et autres. Donc, en cherchant à repenser les formes de représentation et de légitimité, on peut aisément répondre à votre question pour apprécier comment est-ce qu'il faut agir. Il faut agir en construisant des ponts avec les mouvements citoyens. De façon fondamentale, quel type de réflexion se mène au sein de la maison de la société civile en termes de mobilisation, en termes de stratégie de mobilisation des acteurs qui va au-delà des méthodes traditionnelles qui ont désormais montré leurs limites? La maison de la société civile s'est illustrée depuis sa création comme un acteur indispensable dans l'animation de la vie de la société civile. Elle ne joue pas le rôle de la société civile à sa place, mais elle accompagne la société civile à être plus visible et à mieux jouer son rôle. Et donc, c'est un acteur indispensable dans l'arène. Et il faut aujourd'hui faire de la maison un hub d'innovation civique. En proposant au sein de la maison des espaces de dialogue, c'est d'ailleurs pour ça sa nouvelle structuration veut qu'il y ait des cadres de concertation et d'animation des acteurs de la société civile au niveau communal, au niveau départemental aussi, et puis au niveau national avec son AG, les pôles thématiques et son conseil d'administration. Cela va permettre également de faciliter toute la stratégie, les ateliers de formation, la mobilisation numérique, la communication stratégique, la gestion des projets. La maison doit travailler à devenir le lieu où les idées neuves germent et trouvent du soutien. Et nous n'avons pas manqué de le faire ces dernières années, mais on a manqué de moyens pour mieux faire. S'il y avait l'accompagnement seulement de l'État, la maison de la société civile aurait fait mieux. Aujourd'hui, que faut-il davantage renforcer? C'est la légitimité de la maison à travers aussi un cadre de redevabilité, pas que la maison, mais la société civile. Il faut créer une carte de la société civile béninoise en ligne. Ce travail a démarré depuis quelques années avec le mapping en ligne des associations. C'est un annuaire numérique interactif qui recense ces organisations, leur domaine d'expertise, leur réalisation et qui donne de la visibilité. Il y a encore du travail à faire en termes de maintenance, mais c'est bien un acquis. Vous avez parlé tantôt de la cartographie des OSC. Quel est l'avantage d'avoir un tel outil? Cet outil renforce la visibilité et la crédibilité de chaque association, permet facilement de retrouver une association, de savoir ce qu'elle fait et de collaborer avec cette association, facilite également le réseautage aussi. Et aussi, ça permet de challenger les associations. Ça nous permet aussi de savoir là où les OSC interviennent vraiment. Quelles sont les thématiques qui sont laissées de côté et qu'il faut prendre en charge dans une localité, dans une contrée. Mais il faut aussi mettre en place un observatoire, je le dirais, de l'espace civique. Mais là, ça doit fonctionner comme un groupe de travail au sein de la maison qui surveille et analyse les réformes législatives et réglementaires, émet des avis techniques et organise des plaidoyers collectifs. Permettre à la société civile de participer à travers ces réflexions à l'animation de la vie, d'anticiper, je dirais. Il faut donc aller au-delà des méthodes traditionnelles, ça je le répète. Pendant longtemps, nos stratégies de mobilisation se sont résumées aux marches, aux pétitions.
Ça, il faut regarder dans les albums désormais pour retrouver des marches, des pétitions, des conférences de presse. Et sans minimiser leur importance historique, ces méthodes ont aujourd'hui leurs limites face à la fatigue militante dont je parlais tout à l'heure, la fatigue citoyenne. Les citoyens d'aujourd'hui attendent plus qu'une dénonciation, ils attendent des solutions, des actes concrets. Donc, nous devons nous orienter vers la mobilisation de l'impact. Et c'est en montrant des résultats tangibles. Donc, il faut travailler à collecter des données probantes. C'est toute l'utilité des pôles thématiques où, en moins de 24 heures, des OSC dans un domaine thématique sur toutes les territoires peuvent remonter une situation réelle et permettre de prendre des décisions. L'urgence pour la société civile de se réinventer s'impose. Nous amorçons la dernière ligne droite de cette émission. Le tarissement des financements à l'endroit de la société civile est aussi d'actualité, on en parlait d'ailleurs. Comment contourner la dépendance aux bailleurs de fonds extérieurs sans pour autant disparaître et toujours continuer par animer la vie civile comme cela se doit? Il y a peut-être une question que je me pose souvent. Est-ce qu'un bailleur de fonds vient fondamentalement ou profondément pour aider? Comment vous répondez? Ce que je sais, c'est qu'il faut aller vers de nouveaux mécanismes de mobilisation, de financement interne surtout, parce que j'estime qu'il y a les moyens. Même les partenaires qui viennent nous aider aussi, il y a des mécanismes internes pour permettre de mobiliser les ressources. Donc ici, nous devons faire en sorte que notre État, puisse davantage s'investir dans le financement des associations. En 2019, après le DIRO de la Maison de la Société Civile, on proposait qu'on mette par exemple en place un FADEC Société Civile, contribuer à financer les associations. Mais au-delà. Ce FADEC sera mis en place par qui? Par l'État? Bien sûr. Est-ce que cela permettrait toujours de parler de l'indépendance de la société civile si ça advenait? La société civile a son rôle à jouer. Ceux qui animent la société civile sont des citoyens, contribuent aussi à la vie du pays, payent des impôts, ils font fonctionner aussi le pays. Et donc, soutenir la chaîne de la société civile, à la base, c'est soutenir aussi le développement du pays. Mais au-delà du FADEC, c'est de trouver des mécanismes, c'est d'aller au-delà des mécanismes traditionnels, comme je le disais, et de créer par exemple, plateformes numériques de mobilisation citoyenne, qui permet à les citoyens de contribuer. On le sait, beaucoup d'études ont révélé que ce que par exemple les diasporas apportent dans un pays dépasse largement ce que l'aide au développement apporte. Et donc, comment faire pour que des citoyens béninois, qui soient à l'intérieur ou qui soient à l'extérieur, contribuent à la vie de la société civile, par exemple. C'est des possibilités qu'il y a, mais contribuent aussi à travers des plateformes numériques à organiser des enquêtes publiques, collecter des témoignages sur les enjeux. Il faut faire en sorte qu'on puisse organiser aussi, créer un fonds de soutien aux initiatives citoyennes qui viennent de l'intérieur, pas forcément des partenaires, qui viennent des citoyens béninois, qu'on fasse en sorte que des personnes qui ont envie d'aider, de contribuer, puissent mettre des ressources sans forcément craindre qu'il y ait des facilités qu'on offre à des entreprises, à des salariés de pouvoir contribuer. Mais il faut également que la société civile ait la possibilité d'investir, des fonds d'investissement, investir dans les activités génératrices de revenus, lever des fonds à l'interne. Il faut qu'on offre ces possibilités, aller sur des terrains qui en temps n'étaient pas exploités, mais qui ne sont pas interdits, mais dans le strict respect, bien sûr, des lois de la République. Il existe donc un large éventail de possibilités pouvant permettre de lever des fonds à l'échelle locale pour le compte des organisations de la société civile. Il va falloir véritablement en profiter. Quel est votre mot de conclusion pour finir cette émission? Merci pour ce moment de partage. On comprend que nous sommes vraiment un carrefour de la vie des associations. Un carrefour dans un contexte où le Bénin se dote d'une loi sur les associations et les fondations, espérant que cette loi apporte des solutions qui facilitent la vie aux associations béninoises, qui obligent l'État du Bénin à apporter du soutien aux associations locales, qui obligent les associations ou organisations internationales à soutenir davantage des organisations locales
les entreprises à financer les actions des organisations locales de façon que l'action de la société civile soit perçue non comme une simple action qui vient en complément à l'action publique, mais une action qui est capitalisée, comptabilisée comme valeur ajoutée dans la mise en œuvre de l'action. Merci de finir donc par cette nouvelle loi sur les associations et les fondations au Bénin, votée à l'Assemblée nationale par les députés. On aura le temps d'y revenir. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous arrivons donc au terme de cette émission spéciale. La société civile béninoise au carrefour des mutations, c'est bien le sujet dont nous avons traité. Nous avons exploré notamment les formes de représentation, les stratégies de mobilisation des acteurs, tout comme les dynamiques de financement face aux défis actuels. Nous avons reçu Dr Kofi Fiacre Nouadjro. Il est expert en développement organisationnel et institutionnel. Il est chargé de programme de la maison de la société civile. De nos échanges, il ressort que la société civile béninoise doit retrousser les manches et braver une série de défis. Transparence, autonomie, innovation et collaboration intelligente avec les mouvements citoyens émergents sont entre autres des pistes à explorer pour rester légitime et continuer par porter la voix des citoyens, surtout dans un contexte de mutation de l'espace civique au Bénin.